Bonjour à tous, je suis le docteur Émilie Crochet, chercheuse postdoctorante. Et je suis Clara Ponsol, assistante ingénieure à l'INSERM. Donc INSERM pour Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Elle est composée de 261 unités réparties partout en France. Nous travaillons à l'unité U1110 située à Strasbourg, qui est située à l'Institut de recherche sur les maladies virales et hépatiques. Combien de fois dans notre entourage nous avons pu entendre « Mais que font les chercheurs? Pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de vaccin? Est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils trouvent au moins ?» Donc pour répondre à toutes ces interrogations, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer le principe de la vaccination. Suivez-nous! Notre objectif au quotidien est de comprendre les maladies virales pour mieux les soigner. À l'heure de la Covid-19, toutes les attentions sont tournées vers les chercheurs et la vaccination. Mais dis donc, Émilie, qu'est-ce que la vaccination? Eh bien, un vaccin, Clara, ça sert à protéger notre organisme contre certaines maladies infectieuses. Un vaccin permet de booster notre système immunitaire, c'est-à-dire notre système de défense contre les micro-organismes. Un micro-organisme, qu'est-ce que c'est? On appelle ça plus couramment un microbe. C'est un organisme qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Pour les voir, il nous faut un microscope. Et parmi ces micro-organismes, nous retrouvons les bactéries et les virus. Par conséquent, on peut se demander quelles sont les différences entre les bactéries et les virus. Alors, je vais vous expliquer cela. Tout d'abord, les bactéries. On en trouve deux catégories. Les bonnes bactéries, que l'on peut retrouver dans le corps, comme par exemple dans les intestins, avec le lactobacillus. Mais on trouve aussi les mauvaises bactéries, celles qui peuvent nous rendre malades, comme le Clostridium tetani qui donne le tétanos. Les bactéries, elles, peuvent se multiplier seules, dans ou en dehors de l'organisme. De plus, elles sont sensibles aux antibiotiques. D'un autre côté, nous trouverons les virus. Les virus, eux, ne peuvent pas se multiplier seuls. Ils ont besoin de rentrer dans une cellule cible, ils vont ensuite se multiplier et donc infecter la personne et donner la maladie. Le plus célèbre actuellement est par exemple le coronavirus. Les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Pour toutes ces maladies données par des bactéries ou des virus, il n'existe pas toujours un traitement. C'est pourquoi il est très important de se faire vacciner. Mais dis-moi, Émilie, comment a été découverte la vaccination? C'est une très bonne question. En réalité, la vaccination est connue depuis l'Antiquité. Mais c'est au XVIIIe siècle qu'un jeune chercheur du nom d'Edward Jenner a introduit pour la première fois le terme de vaccination en Europe. Vaccination, ça vient du virus de la vaccine. Un virus qui infecte les vaches et qui peut être transmissible à l'homme, mais qui est bénin pour l'homme. Et en fait, Edward Jenner a constaté que les laitières qui avaient contracté le virus de la vaccine auprès des vaches étaient protégées contre un autre virus, le virus de la variole, qui est beaucoup plus agressif et dangereux pour l'homme. Il en a donc déduit que la ressemblance entre les deux virus permettait de protéger les laitières et donc de les immuniser. C'est ainsi qu'il a créé le vaccin contre la variole. Mais alors, Pasteur, il a fait quoi dans tout ça? Eh bien, un autre cap a été franchi au XIXe siècle grâce à Louis Pasteur, qui a été le premier à introduire le concept de virus atténué ou tué pour produire des vaccins. Il a ainsi permis la production du vaccin contre la rage et a ouvert le chemin à de nombreux scientifiques. À l'heure actuelle, de nombreux vaccins ont été développés, comme les vaccins contre la diphtérie, la coqueluche ou le tétanos, et qui chaque année sauvent des milliers de vies. Il est d'ailleurs estimé par l'OMS que chaque année, 2 à 3 millions de personnes étaient sauvées grâce à la vaccination. Oh, mais c'est énorme! La vaccination, comment ça marche? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, la vaccination sert à booster et éduquer notre système immunitaire. Les soldats, donc les globules blancs, sont là pour défendre notre organisme. Il en existe de plusieurs sortes. Le macrophage, par exemple, qui est très important pour la réponse immunitaire. Macrophage, en grec, ça veut dire gros mangeur. En effet, les macrophages patrouillent dans l'organisme et sont capables de manger littéralement les intrus, comme par exemple ici une bactérie. Les macrophages sont très importants car ils sont capables ensuite de donner le message « Attention, il y a un intrus » à d'autres globules blancs, par exemple les lymphocytes. Lymphocyte T ou lymphocyte B, qui sont capables soit de tuer les cellules infectées, par un virus par exemple, soit de produire des anticorps spécifiques à l'intrus. Et alors,
Ces anticorps, spécifiques pour chaque micro-organisme, sont capables, en les ciblant, de les tuer. Le problème, c'est que cela prend du temps, 1 à 2 semaines. Et ça devient problématique quand la maladie est grave, car si la maladie gagne du terrain, il peut y avoir des complications. C'est tout l'intérêt de la vaccination. En effet, grâce à la vaccination, nous pouvons éduquer nos soldats, éduquer nos globules blancs. Et ce qui est très intéressant, c'est que les lymphocytes ont une mémoire. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont appris à reconnaître un ennemi, ils sont capables de réagir beaucoup plus rapidement la prochaine fois qu'ils les rencontreront. Et grâce à cela, nous sommes protégés et la maladie n'a pas le temps de se développer. Mais que contient un vaccin exactement? Pas de panique, les vaccins ne contiennent pas de micro-organismes à proprement parler. Je vais vous expliquer comment on développe un vaccin. La première étape est une étape de recherche. Il va falloir identifier le micro-organisme qui est à l'origine de la maladie. Par la suite, on va le multiplier afin de pouvoir en avoir une grande quantité pour le mettre dans les vaccins. Attention, nous arrivons à une étape clé de la vaccination, qui est une étape de purification des micro-organismes. Nous allons en extraire soit des morceaux, soit avoir des micro-organismes atténués ou bien inactivés, c'est-à-dire morts ou moins efficaces, voire plus efficaces du tout. Par la suite, nous allons donc produire le vaccin. Lors de cette production, nous allons ajouter des adjuvants, des conservateurs et des stabilisants. Un des adjuvants que l'on peut citer est par exemple l'alun. L'alun est un adjuvant contenu en très petite quantité dans le vaccin qui va permettre, comme une potion magique, de booster le système immunitaire. Une fois le vaccin conditionné, nous allons passer aux études cliniques. Cette phase est aussi importante puisqu'elle va permettre de voir s'il y a des effets secondaires suite à la vaccination, mais aussi de voir si le vaccin induit une réponse forte et durable dans le temps. Donc voir si le vaccin est efficace contre la maladie. Par la suite, l'industrie pharmaceutique va faire une demande d'autorisation de mise sur le marché, qu'une fois obtenue, elle va pouvoir distribuer les vaccins. Mais comment on est sûr que ça fonctionne vraiment? Il ne faut pas s'inquiéter. Tout au long de ce processus, de la recherche jusqu'à la distribution du vaccin, il y a des étapes de contrôle. Même après la distribution du vaccin, les contrôles continuent afin de voir s'il n'y a pas d'effets secondaires qui viennent longtemps après la vaccination. Il n'y a donc aucun danger à se faire vacciner. Et voilà, maintenant que nous vous avons expliqué ce que sont les vaccins, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Très bien, quelle est notre première question? Mais pourquoi se faire vacciner? Très bonne question. As-tu la réponse, Émilie? Nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce important de se faire vacciner? Le vaccin, ça sert à se protéger soi, mais ça sert surtout à protéger les autres. Nous allons prendre l'exemple d'une population. Et imaginons demain, un vaccin contre le coronavirus est commercialisé. Si personne ne se vaccine, si personne n'est immunisé, nous le savons, malheureusement, le virus peut se propager très rapidement et contaminer de nombreuses personnes. Prenons l'exemple du vaccin. Si seules quelques personnes sont vaccinées ou immunisées, cela ne sert malheureusement pas à grand-chose puisque le virus va quand même pouvoir se propager et infecter de nombreuses personnes. En revanche, si nous avons une vaccination massive, là, nous pouvons faire barrage. C'est-à-dire que le virus ne pourra plus se propager puisque les personnes seront immunisées. Et là, nous pouvons facilement enrayer la propagation du virus. De plus, si certaines maladies vous paraissent bénignes, par exemple la rougeole ou la rubéole, qui sont assez bénignes chez des personnes adultes en bonne santé. Imaginez si les virus responsables de ces maladies sont transmis à une femme enceinte. Malheureusement, ces virus peuvent induire de graves malformations au niveau du fœtus. De plus, si certains virus respiratoires sont contractés par des nourrissons, ils peuvent induire de graves détresses respiratoires, voire être fatales. C'est pourquoi la vaccination permet de lutter contre ces maladies et de protéger les autres, également soi-même. Très bien, Clara. Quelle est notre deuxième question? Pourquoi n'y a-t-il pas de vaccin pour toutes les maladies? En effet, ceci est une très bonne question. Je vais vous illustrer ma réponse par un exemple. Prenons l'exemple du virus.
Certains virus vont muter au cours du temps, c'est-à-dire subir des changements. Il en existera donc différents types dans un même organisme. Donc si on prend l'exemple très schématique de ce virus vert, il va changer au cours du temps et donc être de différentes couleurs. Comme on vous l'a expliqué précédemment, un vaccin va permettre la production dans le corps d'anticorps efficaces contre un seul type de virus. Donc par exemple, au départ, les anticorps seront efficaces contre le virus vert et donc ne seront plus efficaces contre les virus d'autres couleurs. Je peux vous illustrer cet exemple en prenant le virus du sida. Ce virus va muter très rapidement. C'est pourquoi il n'existe pas de nos jours de vaccin contre le sida. Voyons la suite. Pourquoi je suis fatiguée après le vaccin? Eh bien, être fatigué après un vaccin, c'est tout à fait normal. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le vaccin va stimuler votre système immunitaire, ce qui demande beaucoup d'énergie à votre corps. À l'endroit de la piqûre, une légère inflammation peut même apparaître. En effet, c'est signe que les globules blancs arrivent sur le lieu de la piqûre pour défendre votre organisme. Donc c'est tout à fait normal, pas de panique. Question suivante. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des risques et des effets secondaires à la vaccination? Question très importante. En effet, beaucoup de personnes se posent cette question. Comme tout produit de santé, avec les vaccins, il peut y avoir des effets secondaires. Certains sont bénins, comme la fièvre, des rougeurs, la douleur, et sont pris en charge très facilement. Ils sont présents environ chez une personne sur 1000. Et certains effets sont plus graves, comme des réactions allergiques, mais sont seulement présents chez une personne sur 10 000, voire une personne sur 1 million. Mais pas d'inquiétude, il y a énormément de contrôles lors de la production des vaccins. Ce sont même les produits les plus contrôlés. Attention, se faire vacciner est essentiel pour sauver des vies. Le risque de développer une maladie grave en n'étant pas vacciné est beaucoup plus important que celui de voir apparaître un effet indésirable grave. Nouvelle question. Est-ce que tout le monde peut être vacciné? Avant de se faire vacciner, il faut prendre quelques petites précautions. Tout d'abord, chez les personnes qui souffrent d'une maladie infectieuse bénigne, un rhume par exemple. Le système immunitaire est déjà très occupé à combattre l'infection. Il est donc préférable de repousser la vaccination de 1 à 2 semaines. Ensuite, chez les femmes enceintes, il est fortement déconseillé d'utiliser des vaccins à base de virus inactivés ou tués, tout simplement parce que les femmes enceintes ont un système immunitaire plus fragile. Enfin, il est déconseillé de vacciner les personnes avec un système immunitaire très diminué, par exemple par une maladie comme le sida, ou chez les personnes ayant reçu une greffe et qui ont un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire qui supprime la réponse immunitaire. Donc pour toutes ces personnes fragiles, il est très important de vacciner le reste de la population pour les protéger et faire barrage aux infections. Et enfin, notre dernière question. Quels sont les vaccins obligatoires pour nos enfants aujourd'hui? En effet, c'est une question que beaucoup de parents se posent. Il faut savoir que la loi a changé. Désormais, pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, il est obligatoire de faire 11 vaccins. Ces 11 vaccins sont cités ici. Il faut obligatoirement les faire entre les 2 mois et les 18 mois de l'enfant. Il faut aussi savoir que pour tous ces vaccins, il y a des rappels. Ces rappels se font aussi bien à l'enfance qu'à l'âge adulte. N'oubliez pas qu'il est très important de faire vacciner vos enfants pour les protéger de certaines maladies graves. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez les trouver sur vaccinationinfoservice.fr. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Levez le voile sur la vaccination. Et surtout, en attendant le prochain rappel, respectez les gestes barrières. Et sortez couverts.